Bien, donc je vais animer cette séance. Bonjour à tous, Benoît Portier, Chambre d'agriculture de Bretagne. Donc avec Bruno Faucheron, je pense que tu peux me rejoindre. Bruno, nous allons co-animer cette séquence. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, on va une petite diapositive d'introduction sur l'autonomie des systèmes bovins face aux évolutions climatiques. Un sujet forcément d'actualité et on l'a encore vu cette année. Alors, l'autonomie des exploitations, c'est avant tout essentiellement l'autonomie autour de l'autonomie protéique, qui est un enjeu important de durabilité des élevages, hein, puisqu'à la fois c'est une exigence qui colle bien avec la durabilité des exploitations, tant d'un point de vue économique, écologique ou social. Hein, économique parce qu'on sait aussi que les voies d'autonomie, elles sont favorables à l'efficacité économique des exploitations. Il y a de nombreuses études qui le montrent, notamment via la réduction d'intrants. Écologique, parce que là aussi, la réduction d'intrants génère aussi des effets positifs sur, par exemple, les émissions de GES, ou par exemple aussi le maintien des prairies, parce qu'on sait qu'en bovin, l'autonomie passe beaucoup par le développement des surfaces en herbe, sous toutes ses formes. Et puis social, puisque l'autonomie, synonyme aussi de relocalisation, de valorisation des surfaces autour des exploitations, des territoires, et puis notamment par rapport aux attentes sociétales, la réduction des risques de consommation de produits OGM. Voilà. Alors, un travail a été fait, hein, et beaucoup de travaux ont été engagés sur l'autonomie protéique. Ce qu'on peut retenir, c'est que par exemple, un calcul qui avait été fait dans les réseaux Inosis réseau d'élevage, hein, qui montrait qu'il y avait une très forte autonomie protéique des ruminants. Elle était variable selon les catégories. Hein, vous voyez, en partant des bovins viande qui sont les plus autonomes et en descendant jusqu'aux caprins. Et qu'après, c'est vrai que je fais référence là à une publication d'André Legal et de Jérôme Pavie au 3R 2022 qui montrait qu'effectivement l'autonomie protéique, elle était aussi très dépendante des systèmes d'exploitation, la part de maïs et d'herbe. On le verra tout à l'heure. Les contextes pédoclimatiques, les zones aussi à contrainte en France. Autre facteur qui joue sur l'autonomie, c'est les choix de conduite et notamment la recherche de productivité qui est synonyme souvent d'augmentation de la part de maïs et donc du corollaire qui va avec le correcteur azoté. Et puis enfin, troisième critère qui était évoqué, la part d'herbe et du pâturage, qui est quand même un élément important, sachant que et ça, c'est souvent des approches qu'on oublie un peu, mais la première source de protéines en bovin, ce sont bien les fourrages, et singulièrement le volet herbe. Voilà. Alors, effectivement, on ne part pas de rien hein, sur l'autonomie protéique, parce qu'il y a, depuis une dizaine d'années, il y a un certain nombre de travaux qui ont été engagés. J'en ai retenu 3 principaux, notamment un gros travail qui avait été mené, alors là, plus à l'échelle du Grand Ouest, dans le cadre de SOS Protéines. Il y a eu un travail à la fois sur les graines et sur les fourrages et sur l'utilisation des aliments, puis avec notamment aussi un travail qui avait été fait à l'échelle territoriale qui avait généré la création de l'outil Devotop qui existe aujourd'hui et qui est redéployé au niveau national d'ailleurs. Et puis après, une série de projets, alors un CASDAR Cité Protéines où il s'agissait de centraliser les références, parce que les références sont nombreuses, et de faire connaître les leviers. Donc vous trouvez les liens qui sont disponibles sur la diapositive. Et puis, plus récemment, un gros projet autour de France Relance, Cap Protéines, piloté par Terrinovia et IDEL, où là, il s'agissait d'accroître la production de protéines en élevage et de valoriser les tourteaux et graines d'oléoprotéagineux. Voilà. Donc, vous trouverez notamment sur le lien autour de Cap Protéines une grosse synthèse bibliographique de tous les travaux qui sont engagés. Et une partie, d'ailleurs, vont être présentés aujourd'hui dans ce cadre. Voilà. Et puis on attend à partir de 2024 le prochain programme 4 protéines plus qui concernera aussi nos stations puisque des travaux vont y être engagés. Voilà. Donc le programme de notre séquence, on démarra avec une première vidéo sur l'implantation des prairies dans le cadre des essais du réseau PharmXP. Donc Patrice Pierre et Sylvain Gélineau nous feront une synthèse un peu de tous les leviers fourragers au service de l'implantation des prairies de la conduite. Après, nous aurons une présentation avec Julien Fortin, Flore Lepelletier et Paul Hérien, donc des 3 stations qui ont travaillé sur le développement du pâturage hivernal. Et on aura un petit complément aussi avec Élodie et Flore sur le pâturage estival. On aura une nouvelle vidéo qui présentera un essai autour de la réduction de l'ensilage de maïs au profit de l'ensilage d'herbe et du maïs épi. Ensuite, nous aurons une présentation sur la production fourragère
avec là aussi une synthèse des travaux réalisés en station par Bertrand Desroches et Hugues Chauveau. Et puis enfin, nous terminerons par une communication courte sur l'autonomie en engraissement de vaches de réforme lait et viande. Voilà, et puis Bruno assurera la conclusion et nous serons là aussi pour donner la parole. Sans plus attendre, nous démarrons sur la vidéo. Quels sont les facteurs de réussite d'implantation des prairies? J'avais un ancien collègue qui me disait toujours l'implantation des prairies c'est l'aventure, et je pense qu'il a raison quand on prend en compte les facteurs qui peuvent perturber l'implantation du couvert. Premier facteur, le précédent cultural. Dans la configuration d'une prairie sur prairie, le travail du sol qu'on est obligé de mettre en place pour détruire l'ancienne prairie est souvent à la source d'une forte libération d'azote qui peut venir perturber l'implantation du nouveau couvert, notamment vis-à-vis des légumineuses. On va favoriser des espèces nitrophiles, donc les graminées vont tirer profit de ça, mais aussi des adventices, comme par exemple le moron des oiseaux, qui pourront venir perturber l'implantation des légumineuses. Des difficultés qu'on ne retrouve pas forcément dans la configuration d'une implantation de prairie venant derrière une céréale. Deuxième facteur, la période. Implantation d'automne, implantation de printemps. À l'automne, on est souvent sur des conditions de température qui sont descendantes, on a une luminosité qui est aussi un petit peu moins favorable. La mise en place des espèces prairiales va être plus lente. L'installation d'automne permet néanmoins de générer un rendement sur le printemps suivant, sur lequel il nous faudra maîtriser préalablement le salissement par une valorisation précoce. En implantation de printemps, en revanche, là, les conditions de mise en place, notamment des légumineuses, sont favorisées par l'augmentation des températures. Le salissement y est néanmoins aussi beaucoup plus important, avec à la clé la nécessité souvent d'implanter la prairie au printemps sous couvert d'une céréale de printemps. Troisième facteur, l'exigence de nos fourragères à l'égard des conditions de préparation du sol. Sur une prairie, et face à des très petites espèces comme nos espèces prairiales, on est dans la nécessité d'avoir une préparation de sol très fine. La mise en place d'une terre fine, en gros sur 5 à 7 cm, dans lequel on va semer sur le tout premier centimètre. Il est conseillé de rouler avant semis et après semis, de manière à favoriser un meilleur contact entre la graine et le sol. C'est souvent dans les dédoublements de passage du rouleau, dans les endroits où la roue du tracteur passe, qu'on a les meilleurs taux de levée. Avec quelle dose et quel mode de répartition des espèces faut-il semer? La dose à l'installation ne garantit pas la réussite de l'implantation. Des essais antérieurs conduits sur la ferme des Bouviers ont montré sur le modèle règle à trèfle qu'en majorant la densité à l'installation de plus ou moins 30% par rapport à la dose pivot de 20 kg de raigrats anglais plus 3 kg de légumineuses, n'amenait pas un écart sur le rendement à la faveur de la densité la plus élevée. Faut-il semer en ligne ou à la volée? Les fourragères prairiales, à la différence des céréales par exemple, ont besoin d'être installées le plus à la volée possible, c'est-à-dire le plus éparpillé possible au moment de leur mise en place, en utilisant des semoirs à bottes sur lesquels on va relever la botte, ou en utilisant des semoirs à petites graines qui viennent par exemple équiper un outil de type hercétrique, comme on le fait ici, permettant d'éparpiller la graine de manière très aléatoire sur le sol. Alors quelle différence y a-t-il entre semis à la volée et semis en ligne? Des essais antérieurs qu'on a conduits sur la ferme ont montré que le semis à la volée majorait le taux de levée par rapport à un semis en ligne. En clair, le nombre de plantules qu'on voit sortir du sol est augmenté sous l'effet d'une répartition aléatoire des graines à l'installation. Deuxième conséquence d'un semis à la volée, on va minorer le taux de levée des adventices. Et troisième effet qu'on a pu mesurer dans les essais ici, c'est que ce semis à la volée permettait d'augmenter le rendement des premières coupes sur le printemps suivant. Quelles sont les conséquences du changement climatique sur l'implantation des prairies?
Le changement climatique aujourd'hui vient perturber l'implantation des prairies, notamment à l'automne, avec la persistance de jours caniculaires qui sont de plus en plus fréquents sur la période, en gros la dernière décade du mois de septembre, venant perturber les implantations de début septembre. Avec à la clé des pertes à la levée, des conditions de mauvaises installations des prairies. Il existe une alternative, une technique aujourd'hui qui permet de contourner cet aléa-là, qui a d'ailleurs été largement éprouvée dans le cadre d'essais et de travaux menés sur la ferme expérimentale de Torigné d'Anjou. C'est la technique de l'implantation des prairies sous couvert. On va décaler la mise en place de la jeune prairie de début septembre à début octobre. Mais étant début octobre, on est finalement quasiment dans la période de l'implantation d'un mélange céréalier. On va donc installer fin octobre. On va avancer la mise en place de ce mélange céréalier et on va implanter la prairie sous couvert de ce mélange céréalier. L'installation peut se faire en 2 temps ou en une seule opération de semis en utilisant des semoirs double caisson qui permettent de mieux contrôler la profondeur de la céréale et la profondeur de mise en place de la jeune prairie qu'on va forcément mettre dans le tout premier centimètre. Si je récapitule, l'implantation des prairies peut se résumer en 5 points. Faire une préparation du sol fine sur 5 à 7 cm, semer en surface sur le premier centimètre, tasser le sol avant et après semis pour assurer un bon contact sol-graine, semer le plus à la volée possible, recourir à l'implantation sous couvert à l'automne pour faire face aux aléas climatiques. Bonjour à tous, donc Patrice Pierre, je travaille à l'Institut de l'élevage, je suis responsable de projet au service fourrage et pastoralisme. Et donc on va vous proposer là une séquence dédiée à un certain nombre de leviers permettant d'améliorer l'autonomie protéique et aussi la robustesse du système à l'égard de l'aléa climatique. Alors en termes d'organisation, cette présentation, elle sera déroulée en... Donc cette présentation elle va être organisée autour de 4 thématiques, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, qu'on a pu travailler dans le cadre du projet CAP-Protéines au niveau national, et puis à l'échelle du réseau FarmXP. Donc pour les resituer, là j'ai choisi de positionner en fait ces différents leviers ou ressources sur cette courbe de pouce de l'herbe. Donc premier levier que j'aborderai, il portera sur la question des prairies multi-espèces et puis de la diversification qu'on peut introduire dans les mélanges multi-espèces. Le second levier que Silver abordera la question des dérobées estivales, notamment au travers du comportement des espèces comme le sorgho. Et ensuite, on abordera un troisième groupe de leviers qui concerne l'allongement du pâturage au travers de ce qui a pu être fait sur la question du pâturage hivernal et au travers du pâturage des légumineuses. Alors, la question des prairies, elle a été abordée et travaillée sous l'angle de la question de la diversité dans leur composition. Au sein d'une prairie, cette diversité elle peut prendre 2 formes. On peut parler de diversité interspécifique, on augmente le nombre d'espèces pour en faire une prairie multi-espèces. On peut parler aussi de diversité intraspécifique, c'est-à-dire que là, on va augmenter le nombre de variétés derrière une espèce donnée pour en faire une prairie multi-espèces, multivariété. Alors, la question de la prairie, la question de la diversité interspécifique, elle a déjà été travaillée. Il y a déjà eu pas mal de dispositifs autour de cette question-là, notamment sur la ferme de Torigné d'Anjou. Les acquis qu'on a pu tirer de ça, ils sont multiples. C'est d'une part un renforcement significatif de la production de ces couverts, quand on les compare notamment à de la prairie d'association de type Régrat-Trèfle. Un deuxième acquis, une assez grande souplesse dans l'utilisation de ces couverts. Troisième élément, une valeur nutritive qui est tout à fait correcte, notamment sur les stades feuillus de ces végétations, lorsqu'on les compare à une prairie de type Régrat-Trèfle. Alors qu'en est-il maintenant de l'impact de la diversité variétale au sein des mélanges multi-espèces? C'est ce qu'on a donc voulu travailler dans le projet CAP-Protéines, en mettant en comparaison en fait des prairies multi-espèces monovariétales avec des multi-espèces multivariétales. Donc au sein du réseau FarmXP, donc en partenariat avec nos collègues d'Arvalis, là,
On a fait le choix de travailler cette thématique dans le cadre de 2 projets. Il y a effectivement Cap Protéines sur lequel on s'est investi là-dessus, mais il y a aussi un autre projet qui s'appelle Climaveg, qui traite un peu des mêmes questions. Alors, on ne part pas de rien. Cette question, elle a été abordée et traitée dans la période 2015-2020 par nos collègues de l'INRA et de Lusignan, qui ont mis en place en fait des essais analytiques sur cette question-là, intérêt de la diversité. Alors ils appellent ça diversité génotypique. En fait, on augmente le nombre de variétés au sein d'un mélange pour voir ce que ça peut amener. Et donc les résultats auxquels ils sont arrivés, c'est d'une part l'effet de la diversité génotypique amène une réduction de la variabilité interannuelle des rendements. On a moins de variations entre les années sous l'effet de la diversité du rendement sous l'effet de cette diversité génotypique. On a une stabilisation des proportions des espèces au sein du mélange, parce que ça, c'est une des difficultés auxquelles les éleveurs sont confrontés. On sème une composition et elle se simplifie, elle se réorganise au fil du temps. Donc là, ils avaient visiblement une solution permettant de stabiliser quelque part les proportions des espèces au sein du mélange. Et tout ça sans effet sur l'augmentation du rendement. C'est-à-dire qu'on n'a pas, en augmentant le nombre de variétés, un effet sur l'augmentation de la productivité des couverts. Donc nous, ce qu'on a voulu mettre en place au sein du réseau PharmXP, c'est de tester la généricité de ce résultat-là et de voir si on peut l'adapter à un contexte pédoclimatique différent. Alors, quelles sont les modalités qu'on a travaillées? Alors, pour ça, je vous propose de regarder la deuxième ligne, la composition de notre témoin. Tout a été travaillé autour de ce mélange multi-espèces, là, qui est donc une base raigrand anglais, à hauteur de 4 kg, du trèfle blanc, de la fétuque élevée, du dactyle et du trèfle violet ou de la luzerne. Alors, pour comprendre les modalités qu'on a voulu mettre en place, il faut déjà s'intéresser à la manière dont sont agencées, ou la manière dont est agencée une composition multi-espèces. Dans une multi-espèce, on va trouver en fait 3 groupes d'espèces. Un premier groupe d'espèces qui sont plutôt des grandes graminées, ou grandes légumineuses, qui vont amener une fonction de production au sein du mélange. On renforce la productivité du couvert via ce groupe d'espèces-là. Un deuxième groupe d'espèces, qui est autour du raigrand anglais et du trèfle blanc, qui lui va jouer le rôle d'engazonnement. En fait, ces espèces-là, elles ont pour objectif de donner de la densité à la prairie. Et puis un troisième groupe d'espèces sur lequel on peut jouer dans une composition multi-espèces, c'est l'idée d'augmenter le nombre de légumineuses, le nombre d'espèces de légumineuses pour renforcer le facteur qualité. Donc dans les différentes modalités que nous avons mis en comparaison, on a introduit de la diversité sur les différents compartiments, soit le compartiment grandes espèces, soit le compartiment espèces d'engazonnement, ou soit l'ensemble. Et tout ça, ça a été mis en comparaison avec notre témoin, le témoin que j'ai cité précédemment. Alors, du côté des variétés, qu'est-ce qu'on a fait? Introduire une diversité génotypique au sein du mélange, c'est aller chercher des variétés qui vont se distinguer, enfin, qui vont présenter des comportements différents les unes par rapport aux autres. Alors moi, je suis parti de ce que l'éleveur a à disposition, le catalogue français, avec ce qu'il peut aller chercher. Donc, on est allé chercher des variétés qui sont suffisamment écartées entre elles, dans leur comportement. Écarté, ça veut dire écarté dans leur précocité à épiaison. On décale les dates d'épiaison. Écarté dans le port de ces végétations. On a des espèces à port dressé, à port couvrant. Écarté dans la ploïdie. Écarté dans les types botaniques. On peut aller chercher des types méditerranéens versus des types nord. Alors, le même raisonnement, il a été appliqué sur les dispositifs qui ont été mis en place à Trévarez et à Derval, en s'intéressant plus spécifiquement à l'intérêt de la diversité génotypique au sein des espèces d'engazonnement. Donc sur ces 2 sites, on a fait varier la précocité à épiaison du raigrand anglais et on a joué aussi sur le niveau d'agressivité du trèfle blanc, tout en maintenant, toutes choses égales par ailleurs, le comportement du dactyle, de la fétuque ou du trèfle violet. Alors qu'est-ce qu'on a mesuré? Nous, on voulait répondre à 3 questions. 3 éléments de réponse. Quel est le comportement de ces mélanges-là au regard de la productivité? Quel est le comportement de ces mélanges-là au regard de l'évolution de la composition botanique? Et quel est le comportement de ces mélanges-là en termes de valeur nutritive? Donc on s'est donné les moyens, dans ce réseau-là, de faire des mesures de production à chaque cycle, en gros 4 cycles au cours de l'année, de faire des tris. Alors c'est ça qui est peut-être le plus enquiquinant dans le suivi de ces dispositifs-là, tri-famille ou tri-espèce. C'est-à-dire qu'on se donne les moyens sur le 2e cycle d'approcher la composition botanique telle qu'elle se présente au terme des différentes années d'évolution de la prairie, et valeurs nutritives qui sont menées en gros sur le 2e cycle et sur la repousse automnale.
Ces prairies-là, elles sont conduites en régime de fauche sur le printemps. Donc, on fait des exploitations qui sont comparables à ce qu'on pourrait faire en matière de production d'un ensilage ou d'un enrubanage sur sa repousse. Et elles sont conduites avec des rythmes de fauche simulant le pâturage sur la repousse estivale. Et en termes de fertilisation azotée, on a amené une cinquantaine d'unités d'azote dans la phase de démarrage en végétation. Alors, quelques premiers résultats. Là, on est sur 2 années d'un suivi qui va en prendre 5. Donc, c'est des résultats qui, aujourd'hui, sont encore préliminaires. Alors, premier élément, là, vous avez le regroupement des 2 dispositifs, celui de Moron et celui de Gelée-Bois, où, sur ce premier cycle, on a mis en évidence, bon, ça, on le savait un petit peu déjà, mis en évidence un effet espèces, et notamment espèces de courte durée. Quand on introduit du trèfle violet dans un mélange multi-espèces, on renforce significativement la production du couvert sur la première coupe. Donc la diversité spécifique, on l'a vu, on a mis en évidence l'effet des espèces de courte durée. Deuxième élément, là, regroupement de ce qui a pu être observé sur Derval et Trévarez. Est-ce qu'on augmente la productivité de ces couverts-là sur le cumul des cycles à l'échelle de l'année? Eh bien non, dans les premiers résultats auxquels on arrive, la diversité génotypique ne semble pas être un facteur améliorant ou renforçant la productivité des couverts. C'est quelque chose qu'on a vu sur Gelée-Bois et la ferme des Bouviers. C'est conforme aux résultats de Lusignan. La diversité génotypique, le fait d'augmenter le nombre de variétés au sein d'un mélange multi-espèces, ce n'est pas un facteur d'augmentation de la productivité du couvert, à la différence de ce qu'on a pu faire avec les mélanges multi-espèces, où quand vous augmentez le nombre d'espèces, vous renforcez la production. Un autre élément qui est là, pour le coup, est intéressant, c'est quand on regarde le comportement de ces mélanges-là, et surtout la variabilité qu'il y a en termes de rendement entre les années, on s'est aperçu, et on l'a montré aussi statistiquement, que la diversité génotypique elle permet d'atténuer la variabilité du rendement entre les années. C'est-à-dire que quand vous mélangez, il semblerait que quand on mélange plusieurs variétés au sein du mélange, on va atténuer les amplitudes de rendement qu'on a entre les années et entre les cycles. Et ça peut être un facteur quand même assez intéressant d'un point de vue qu'on dit pratique. On a une prairie qui est plus lissée dans son comportement. Vaut peut-être mieux avoir plus de régularité que des choses en à-coup qui sont du coup plus compliquées à gérer. Évolution de la composition botanique. Alors là, vous avez une présentation des trifamilles qu'on a fait sur 2 sites. À chaque fois, il y a des trifamilles, mais là, je vous présente ceux de Derval et de Trévarez pour regarder l'impact de la diversité génotypique ou variétale sur le salissement. En fait, on est comme dans une prairie classique, on a une phase de salissement qui n'est pas estompée par le fait de mélanger plusieurs variétés au sein du mélange. On aurait pu s'attendre à ce que les variétés, les espèces précoces qui sont au sein du mélange viennent un peu contrecarrer le salissement de première année. En fait, on a un salissement qui est là aussi, qui donne pas du tout le résultat aussi intéressant que ce qu'on peut trouver dans le cadre d'une implantation sous couvert, où là, vous occultez complètement cette phase de salissement. Dans une multi-espèce, multivariété, on maintient ce niveau de salissement, il s'estompe avec le temps. Deuxième élément autour de la composition, et ça c'est une des difficultés quand même auxquelles on va être confronté, c'est le caractère pas très sociable de certaines espèces au sein du mélange. Et là, je pointe du doigt le comportement du dactyle, qui dans nos compositions botaniques, se voit augmenter en proportion. C'est-à-dire qu'on est en face d'une espèce, même si on introduit une diversité génotypique derrière le dactyle, eh bien, on a un comportement très agressif finalement de cette espèce au sein du mélange, au point de le déséquilibrer. Donc ça, c'est un résultat qui n'est pas en phase avec ce qu'a pu observer Lusignan, qui, je dirais, est plutôt un point négatif. Si on se retrouve avec une multi-espèce qui se simplifie beaucoup autour d'une espèce qui, par ailleurs, n'est pas forcément une mauvaise espèce, le dactyle, ça se gère, mais on n'aura pas les attendus de la prairie tels qu'on les imaginait avec une multi-espèce dans laquelle on a un équilibre entre les composants. Et ça, c'est corroboré par un autre critère statistique qu'on a appliqué sur nos mélanges. C'est quand on calcule l'indice d'équité. Alors ça vient de l'écologie des populations. En fait, c'est un indice qui permet de mesurer l'évolution de l'équilibre dans le temps de notre mélange. Quand l'indice d'équité se rapproche de 0, on est en face
d'un mélange qui se simplifie beaucoup. Quand il se rapproche de 1, enfin dans la partie la plus haute, là, vous êtes dans la situation d'un mélange qui reste équilibré. Là, vous avez l'évolution entre 2022 et 2023. On voit bien que nos mélanges se simplifient. La diversité qu'on a voulu introduire dedans, elle semble se réduire au fil du temps, notamment sous l'effet d'une espèce qui est agressive, le dactyle. Alors le dactyle, moi j'en reviens aussi aux espèces auxquelles j'ai accès au niveau du catalogue. Aujourd'hui, quand on regarde la disponibilité variétale autour du catalogue, il y a assez peu de variabilité par rapport à cette espèce. On a des comportements qui sont assez resserrés et du coup ça peut expliquer ce qu'on observe aujourd'hui. Ça amènera peut-être, si vous avez une question là-dessus, ça amènera peut-être une discussion sur l'idée de sélectionner autrement les variétés pour une utilisation en mélange. Donc en conclusion, avant de laisser la parole à Silver, j'espère que je suis dans les temps, quelques messages là, des messages qui sortent de 2 années de suivi. On est sur une prairie, ça se regarde sur 4-5 ans quand même. Donc la diversité génotypique, le fait d'augmenter le nombre de variétés n'améliore pas la productivité des couverts. Ça on l'a vu ici et ça avait été aussi observé sur Lusignan. La diversité génotypique, le fait d'augmenter le nombre de variétés, c'est un facteur de stabilité du rendement. On atténue un petit peu le coefficient de variation et les amplitudes de rendement qu'on a entre les années. La diversité génotypique telle qu'on l'a produite, nous, dans nos essais, elle ne semble pas être un facteur de stabilisation de la composition. Alors ça, c'est un point négatif, notamment au travers du comportement du dactyle. Donc tout ça, c'est une affaire à suivre pour les 3 prochaines années, notamment dans Cap-Protéines Plus, parce que ce qu'on a commencé, on va le terminer dans Cap-Protéines Plus dans les 3 prochaines années. Je vous remercie et je laisse Silver prendre le relais. Merci Patrice. Donc je vais prendre le relais et je vais vous parler de 2 autres réseaux d'essais qui ont été mis également en place dans le cadre du programme Cap-Protéines. Et donc un premier réseau d'essais qui a été mis en place, c'est un réseau autour des cultures fourragères d'été, dont l'objectif était donc de caractériser le potentiel de ces espèces, de ces cultures estivales. Donc on est sur des semis qui sont fin mai, début juin, donc on n'est pas sur des semis qui sont après une serrée à la paille, on est bien sur des semis plutôt après une prairie qui a été récoltée au printemps ou un dérobé. Et les espèces testées, donc c'était les sorgho avec un S, on en a plusieurs, des moas, des millets, donc dans l'idée de voir la productivité qu'on avait par cycle, les valeurs alimentaires, quelle cinétique selon les stades, et puis capacité d'association si on les associe à des légumineuses. Donc on va aller directement en droit au but, le rendement, ce que ça a pu donner sur ces 2 années d'essai, 2021-2022, des années qui étaient assez contrastées climatiquement durant la période estivale, et malgré tout, on a des espèces qui ont déjà donné des potentiels de rendement assez élevés, entre 10 et 8 tonnes, quand on regarde sur les 2 années. Mais on n'a pas eu de différence statistique entre 2021 et 2022. Les espèces en sont sorties globalement aussi bien, même si on est un petit cran en dessous, ce qui veut dire qu'elles ont réussi à faire leur rendement à une autre période que les périodes de coups de chaud ou de coups de sec durant l'été. On a en tête quand même un quatuor autour des sorgho fourragers monocoupes. Alors on a du Soudan Grass et du Soudan Grass BMR, et puis derrière on a des hybrides, des Soudan Grass hybrides avec des Soudan bicolores, donc des sorgho monocoupes. Et puis un petit cran en dessous, là on avait un sorgho multicoupe, donc photopériodique sensible, là, qui ne fleurissait pas, mais qui reste tout à fait honorable. Là on a tout un paquet autour des 8 tonnes. Des valeurs azotées, on va revenir dessus, mais qui globalement étaient entre 10 et 13% là, sur des fauches dans des optiques de récolte type enrubanage. Teff grasse qui était un petit cran en dessous, mais qui, à la différence des autres, a peut-être un cycle beaucoup plus court et qui dans les essais est récolté en seulement 2 cycles, alors qu'il aurait fallu aller le chercher peut-être en 4 cycles pour profiter pleinement de son potentiel. On est sur une espèce qui a un port un peu plus gazonnant, et donc qui est peut-être pas à son optimum dans la photo que fait ce réseau d'essais. Si on regarde valeur alimentaire, alors on est sur des graminées, donc là vous avez les teneurs en maté des différentes espèces, difficile de les distinguer, mais globalement elles ont toutes la même évolution. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une teneur en maté qui est plutôt satisfaisante sur les premiers cycles, et puis 10 cm avec des choses autour de peut-être 15 de protéines, donc plutôt adapté à des animaux à fort besoin. Petit point de vigilance quand même sur la toxicité des sorgho, où on conseille quand même une hauteur suffisante avant d'aller les pâturer. Et puis, même si on attend un petit peu jusqu'à la dernière feuille étalée, on a encore des valeurs alimentaires qui peuvent être autour de 10-12% de MAT, donc qui restent convenables.
En résumé, bon, des bons potentiels de rendement, 8-10 tonnes sur les 2 années, des valeurs alimentaires selon le stade qui peuvent s'adapter à différents types d'animaux. Et puis les résultats que je ne vous présente pas, mais je le mets quand même ici, c'était des espèces qui se sont présentées peu sociables avec les légumineuses. Les légumineuses avaient beaucoup de mal à se développer au travers de ces différentes espèces. Le second réseau, c'était un réseau autour de légumineuses annuelles hivernales, donc avec des récoltes de printemps, semis d'automne, récoltes de printemps, dans l'objectif de voir leur capacité de production si on les intègre demain dans des métailles ou avec des RGI, donc dans des conduites plutôt type dérobé. Donc on avait des trèfles, différentes vesses et d'autres types de légumineuses, févroles, pois fourragers. Et on a également fait varier la date de semis sur la seconde année d'essai pour voir l'impact de la date de semis sur les différentes légumineuses. Et comme sur les sorgho, productivité, valeur alimentaire et aussi cinétique de valeur alimentaire pour voir les stades optimales selon le rendement et la valeur alimentaire. Donc première année d'essai en 2022, c'est des essais qui ont été conduits en légumineuses pures, ce qui se fait rarement, mais l'idée c'était vraiment de voir le potentiel de ces espèces. Donc en bas on a le rendement matière sèche et puis sur leurs données les kilos d'azote extraits finalement produits par hectare, ce qui nous donne aussi des teneurs en MAT qu'on peut voir là. Donc en résultat, on a tout un paquet de légumineuses là dans le milieu avec les trèfles et les vesses, globalement des rendements entre 2,5 tonnes et 3,5 tonnes, sans forcément de différence statistique, avec des vesses qui sont peut-être un petit cran au-dessus en termes de valeur alimentaire, un peu supérieure aux 20 degrés quand on a des trèfles entre 15 et 20% de MAT. Notre témoin RGI qui lui se distingue plus par cette biomasse, ce rendement qui a été fait, supérieur aux légumineuses pures, mais sur lequel on avait mis également un petit peu d'azote pour le fertiliser et pour sa conduite témoin. Donc si on le remet avec les unités d'azote apportées, finalement il est peut-être un cran en dessous en termes d'azote exporté, ce qu'on pourrait de toute façon attendre des légumineuses, c'était de au-dessus là-dessus. 3 espèces qui, elles, sont pas ressorties dans ces essais-là, trèfle hybride, trèfle vésiculé, lentille noirate, qui, elles, décrochent complètement en termes de rendement. Et puis une espèce qui s'est un petit peu distinguée, même si ce n'était pas statistique, qui est très bien sortie en 2022, la vesse velue. 2023, on les a conduits en association avec un seigle, c'est un peu plus proche de la conduite qu'on pourra croiser dans les parcelles, même si ça reste un mélange très simple, seigle légumineuse. On retrouve des trèfles qui s'en sont plutôt bien sortis, Incarna, Michelis, Squarosum, la vesse velue qui a été un petit peu plus impactée par un automne doux et un peu plus de pourriture en début d'hiver, mais qui s'en sort quand même pas si mal que ça, suivi avec le trèfle d'Alexandrie. Vesse commune qui elle est un petit peu à la traîne sur cette série d'essais-là, un trèfle de Perse qui lui a subi pas mal d'attaques de sclérotinia ou de pourriture, donc qui a disparu pendant l'hiver, et une févrole elle qui a gelé et qui dans un mélange seigle-févrole finalement a un usage de l'espace qui n'est peut-être pas optimal pour un mélange. En résumé, ce qu'on voit au travers de ces 2 années d'essai, c'est qu'on a quand même des espèces qui ont des bons potentiels de rendement, donc vesse velue, trèfle incarnat, Michelis, Squarosum, avec peut-être un petit cran en dessous Alexandrie, vesse commune, mais qui était loin d'être ridicule. Des espèces qui, elles, ne sont pas ressorties, trèfle de Perse parce qu'ils disparaissent pendant l'été, hybrides et vésiculés parce qu'ils n'ont pas donné des rendements satisfaisants. Des valeurs alimentaires assez élevées, des vesses supérieures à 20% dans les essais et des trèfles entre 15 et 20. Et puis des capacités d'association, encore une fois, que je ne vous ai pas présentées, mais qui sont globalement corrélées au niveau de production qu'on a observé. Et donc févrole, intérêt plutôt dans un mélange un peu plus complexe pour son tuteur, mais qui est intéressant quand même sur la biomasse produite et sur la valeur alimentaire. Voilà, donc on va pouvoir prendre quelques questions. Il y a déjà des productions sur ces 3 thématiques qu'on vous a présentées, qui ont été faites et qui sont disponibles. Donc il ne faut pas hésiter à regarder ce qui a été fait un peu plus en détail également dans ces fiches-là. Merci. Donc on va passer aux questions. Mathieu, est-ce qu'il y a des questions sur les sites? Pour le moment, non. Enfin, il y a une question à distance, mais qui n'est pas très précise, sur le semi-sous couvert de métailles dans les prairies permanentes. Comment ça se passe pour la PAC? Donc là, c'est pas forcément une réponse technique qu'il y a derrière, mais je ne sais pas si quelqu'un là dans la salle ou sur la scène. On met déjà 10 € là dans la machine.
ne suis pas forcément le plus compétent pour répondre à cette question-là. Il y en a un qui se jette dans le grand bain dans la salle ou à creuser alors. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Martial. Une question à Patrice. Tu as évoqué effectivement le catalogue français des graines. J'entends dans la phrase que si on regarde au-delà de nos frontières, il y a peut-être d'autres propositions qui pourraient correspondre à ce qu'on attend de ces recherches. Et puis, question parallèle, les 50 unités d'azote apportées ou à Silver, 60 à 70 unités d'azote, quel type d'azote et à quel moment? Alors donc nous alors pour la deuxième question par rapport à la fertilisation azotée, c'était de l'ammonitrate qui a été amené au 200 degrés, au cumul des 200 degrés jour. Pour la question de la diversité, enfin l'accès au catalogue, effectivement aujourd'hui on a plusieurs possibilités. Le catalogue français qui est celui sur lequel on a un maximum d'informations, et puis il y a ce niveau européen, ce catalogue européen sur lequel on va trouver des variétés. Alors il y a deux enfin, en termes d'utilisation, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que si je prends l'exemple des Suisses, ils ont avancé, ils ont une avance sur nous en matière de sélection des variétés pour une utilisation en mélange. C'est-à-dire qu'ils se donnent les moyens de tester l'agressivité des variétés au sein d'un mélange. Alors il y a une note d'agressivité qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle permet quand même de se faire une idée du comportement d'une variété donnée au sein d'un mélange. On n'a pas encore ça au niveau français. C'est une demande que, moi je fais partie du CTPS, c'est une demande qu'on a, qu'on aimerait bien, enfin en fait on aimerait bien un schéma d'inscription à deux niveaux. Une inscription pour l'utilisation telle qu'on l'a aujourd'hui, et une inscription pour une utilisation en mélange. En clair, je prends l'exemple de mon dactyle. Les dactyles qu'on a aujourd'hui, tels qu'on les sélectionne, c'est des dactyles qui sont super productifs. Enfin, on a criblé, on a ciblé sur la productivité. Et on refuse en fait des variétés aujourd'hui qui sont moins productives. Pour autant, ça pourrait peut-être être de très bonnes variétés pour une utilisation en mélange. Et donc, on ne se donne pas cette possibilité-là. Je pense qu'à terme, il faudra avancer parce que clairement, aujourd'hui, ce qu'on trouve au catalogue français, on a finalement assez peu d'informations du comportement des variétés auxquelles on a accès en situation de mélange. Il n'y a que des dispositifs tels qu'on les fait à droite à gauche qui nous donnent une idée, mais on n'a pas une notation qui permettrait de caractériser cette agressivité au sein du mélange. Et là, pour le coup, les Suisses l'ont fait, voilà. Mais après, mélange suisse à transposer dans des conditions donc sélectionnées dans un contexte continental, avec des conditions beaucoup plus froides, quand on amène ça dans l'ouest océanique, ça ne fait pas forcément la même chose, quoi. Donc on est sur une difficulté qui, pour le moment, est pas facile à contourner, quoi. En passant le micro à Christophe, je pose une question du chat. Il y a une question sur les hauteurs de pâturage du sorgho et l'évolution de ces hauteurs en fonction des différents cycles d'exploitation. Ouais. Alors là, sur les essais, on était sur des récoltes mécaniques, donc on allait le chercher à des hauteurs supérieures à ce qu'on va aller chercher sur des hauteurs de pâturage. C'est plutôt une hauteur minimale aujourd'hui qui est conseillée quand on va aller chercher des sorgho en pâturage, plutôt sur ce côté toxicité, mais qui est encore quelque chose qui n'est pas bien expliqué. Il y aurait beaucoup de facteurs à jouer sur la toxicité éventuelle des sorgho. Et donc on conseille ça par sécurité. On sait qu'on a des exemples à des hauteurs inférieures sans souci, mais on ne peut pas le préconiser puisqu'on sait que c'est un facteur de risque. Au-delà d'une certaine hauteur, souvent au-delà d'1,50 m sur des sorgho pâturés, on commence à avoir pas mal de gaspillage. Donc ce serait ça le conseil, entre 50 et 1,50 m pour une valorisation en pâturage des sorgho. Oui. Au croisement de l'autonomie du volume et de la protéine de l'autre côté, on a vu les espèces là, avec aussi peut-être des choix de variétés à peaufiner. Mais dans les choix de récolte, par rapport à une certaine quantité d'herbe et le temps de préfanage, est-ce qu'on a travaillé là-dessus pour gagner grosso modo en quantité de protéines hectare, tout en regardant le volume à côté, donc
au final, quels sont les bons stades de récolte des variétés et des espèces, et est-ce que le temps de préfanage joue quelque chose sur cette qualité-là? Ça peut être un domaine de recherche pour demain. C'est un sujet qui sera abordé tout à l'heure aussi un petit peu, je pense. La question, j'essaie de la reformuler un petit peu, mais c'est est-ce qu'il vaut mieux éventuellement aller un petit peu plus tard, avoir un temps de préfanage un peu plus court, quitte à mieux valoriser cet azote présente, que y aller trop tôt et mal valoriser l'azote, même si on en a plus. C'est un peu ça l'idée. Est-ce qu'on a un optimum? Le stade, c'est quand même un des facteurs dans toutes les espèces, hein, dans ce que Pâtisserie a présenté, mais même dans ce que je présentais, le stade, c'est quand même le premier facteur sur la valeur alimentaire des fourrages, et même avec un préfanage un petit peu plus long, on en aura quand même toujours plus valorisable par kilo de matière sèche produit. Pas forcément par hectare, puisqu'on aura moins de biomasse. Aujourd'hui, on peut quand même que conseiller d'avoir un préfanage suffisant si on veut conserver les fourrages correctement. Et avoir quelque chose de qualité, quitte à perdre peut-être un tout petit peu plus au champ, mais à perdre moins au silo derrière. Je ne sais pas si Patrice, tu as un complément. Non, mais tu as dit l'essentiel. Après, aujourd'hui, il y a forcément un compromis à trouver entre cette quantité et cette qualité. Si je veux un maximum de qualité, il faut y aller jeune. Et donc, avec une végétation qui est plus riche, moins facile à sécher. Donc, on est sur un compromis. Après, ce que je peux dire, c'est qu'en matière de sélection, il y aura probablement des choses à venir dans les années qui viennent, autour de l'idée de faire de la quantité et de la qualité. Je m'explique. On prend l'exemple d'une luzerne, sur lequel, à un stade, à un moment donné, si je laisse avancer en végétation la luzerne, je vais effectivement avoir de la quantité au détriment de la qualité. Et aujourd'hui, le fait d'introduire de la valeur dans les tiges, c'est pas quelque chose qui est inaccessible d'un point de vue sélection. Et donc, il y a de nouveaux idéotypes variétaux qui pourront répondre à cette idée-là de jouer sur les deux, d'avoir finalement un compromis haut, au détriment d'une perte de quantité si je vais chercher le maximum de qualité, donc aller chercher quelque chose qui est récolté jeune. Je ne sais pas si je suis clair. Je relais deux dernières questions. C'est la dernière question. Ouais, voilà, du chat. Question courte, réponse courte. Est-ce qu'on peut récolter ces mélanges pour ensuite les utiliser en semences? Donc récolter les graines pour utiliser en semences. Et deuxième, y a-t-il un effet de l'année 2022-2023 sur les proportions dactyles? Alors, par rapport à la deuxième question, oui, la sécheresse, lorsqu'elle est intense, va favoriser le dactyle. Donc c'est clair qu'on a une réponse aussi au regard du contexte pédoclimatique dans lequel on se trouve. Deux, les récolter pour en faire un mélange, why not? Pour les grandes espèces, ça marchera. Pour les petites espèces, le trèfle blanc, ce qui pousse un peu à l'horizontale, là, plus compliqué à récupérer, vous allez pas forcément avoir quelque chose d'équilibré. Enfin, je veux dire, on va être sur un mélange qui va être le résultat de ma composition. Si je menais à graines ce mélange-là, j'aurai une base dactyle dominante en termes de proportion de graines. Donc là-dessus, vous ne maîtrisez plus rien, Alors ce que j'ai pas dit, c'est que nos mélanges, vu la complexité qu'ils vont renfermer, probablement que ce sera des mélanges tout faits. On va être sur une composition déjà assemblée. Je vois mal un éleveur aller à la pêche de toutes ces variétés. Voilà. Merci. On va arrêter là parce qu'on avait de l'avance.